Bonjour à tous et bienvenue dans cette entrevue. Aujourd'hui, je reçois Dominique Lavoie avec nous pour notre numéro spécial, notre dossier spécial de février sur la sexualité. Bonjour Dominique, Bonjour Cindy. merci beaucoup d'être là avec nous. Euh, On a fait appel à toi parce que on t'a découvert en fait au congrès de l'Association québécoise des spas où tu nous as donné une super belle conférence justement sur la sexualité, entre autres en spa, la gestion des plaintes et tout ça. Donc c'est là qu'on t'a découverte, les trois filles, on était présentes et puis je suis vraiment contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi ton parcours, comment t'en es venu à pouvoir parler de sexualité. Oui, merci, merci pour l'invitation, j'apprécie beaucoup. Moi, mon parcours est assez éclectique. J'ai étudié d'abord en sociologie, ethnologie. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en coopération internationale, gestion de projet. J'ai travaillé en coopération internationale. Et en fait, graduellement, je me suis spécialisée en situation de post-conflit armé, où je travaillais avec des femmes survivantes d'agressions sexuelles puis de violences. Puis ça m'a amené graduellement dans cet espace-là, cet univers-là. Je travaillais depuis plusieurs années en intervention sociale, mais là, tous les enjeux liés à l'égalité de genre puis à la prévention des violences, c'est vraiment un contexte où j'ai travaillé au Nicaragua, en Ouganda et au Cachemire dans le nord de l'Inde principalement. Et ça m'a amené à faire une maîtrise sur le sujet euh, en administration. Puis éventuellement, j'ai fait une maîtrise aussi en travail social clinique, où là, je me suis vraiment spécialisée sur les enjeux liés à la victimisation sexuelle. Hmm. J'ai travaillé comme intervenante de crise, intervenante d'urgence auprès de personnes survivantes. J'ai fait de l'accompagnement psychosocial, donc terrain en accompagnement individuel, en groupe. J'ai aussi travaillé auprès de personnes qui avaient commis des gestes d'agression sexuelle. Donc en délinquance sexuelle, c'était des adolescents ou des personnes adultes qui avaient agressé sexuellement des enfants ou des personnes mineures. Donc ça m'a permis aussi d'avoir une compréhension des mécanismes qui Mhm. se mettent en place et qui contribuent à ce qu'une personne fasse le choix de poser un geste d'agression sexuelle. Je Donc, comprends. après 15 ans de travail terrain, à la fois en recherche, en intervention, comme consultante, euh, j'ai choisi d'aller faire mon doctorat sur le sujet. Donc, je fais un doctorat en prévention des violences sexuelles. Je me concentre sur les enjeux liés au consentement puis aux masculinités. Mais graduellement, c'est vraiment une expertise que j'ai développée et je vois le contexte de la massothérapie puis des spas comme un espace extrêmement intéressant pour penser ces questions-là, mais surtout pour agir en prévention puis accompagner à la fois des massothérapeutes, des institutions, des centres pour mieux prévenir ces situations-là. Puis c'est ce qui m'a amené graduellement à être invités par des spas et par l'Association québécoise des spas à les accompagner à la fois au niveau organisationnel. Donc, comprendre qu'est-ce qui peut être mis en place pour prévenir des situations, comprendre les enjeux, mieux comprendre ces enjeux-là, mieux voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer la prévention, puis aussi outiller les équipes, outiller les massothérapeutes, puis les gens en position de gestion pour prévenir les situations, intervenir quand il y en a, Mhm. puis éventuellement accueillir des plaintes et traiter ces plaintes. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent, c'est un sujet super délicat, évidemment, et souvent on est en mode victime, justement, en mode Mhm. plainte de la situation, mais je trouve qu'on est rarement en mode recherche de solutions, d'implantation, d'accueil des plaintes même, ou Mhm. etc. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir en parler avec toi. Peux-tu nous définir ce que c'est exactement un abus à caractère sexuel ou une agression à caractère sexuel? Parce que je pense que c'est pas une notion qui est claire pour tout le monde. Mhm. Oui, c'est vraiment une question qui est importante aussi parce que si on veut mieux comprendre les enjeux, mieux les prévenir, mieux intervenir sur le terrain, il faut comprendre l'enjeu puis ses balises. Euh, Puis tu le disais dans ta question, on peut parler d'abus à caractère sexuel, de violence sexuelle, d'agression à caractère sexuel, d'harcèlement, de comportement inapproprié. Il y a beaucoup, beaucoup de termes, mais essentiellement, ce qu'il faut garder en tête,
C'est-à-dire que chaque notion a sa particularité, que ce soit dans le contexte juridique ou dans le contexte d'intervention clinique. Mais ce qui est plus important à garder en tête au-delà de la terminologie, c'est vraiment de voir une agression à caractère sexuel ou une violence sexuelle comme un acte de pouvoir. Garder en tête cette notion-là qui est extrêmement importante pour comprendre l'enjeu. Puis je vous donne un exemple de définition, celle qui est utilisée par le regroupement québécois des CALAX, donc les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, qui vont dire qu'une agression sexuelle, c'est d'imposer des gestes, des attitudes, puis des paroles à connotation sexuelle contre la volonté de la personne. Donc, on a ici la notion de consentement. Et ce, en utilisant, ils vont dire l'intimidation, le chantage, la menace, la manipulation et ou la violence verbale, physique, psychologique. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans. Euh, Puis on peut réfléchir plus spécifiquement en contexte de massothérapie, ce que ça veut dire, mais essentiellement, donc il y a cette notion de pouvoir-là qui est exercée d'une personne à l'endroit d'une autre, qui est dans une posture de vulnérabilité plus ou moins marquée en fonction de plusieurs facteurs individuels puis facteurs sociaux. Mais il va y avoir une exploitation de cette situation de vulnérabilité-là par une personne en situation de pouvoir Mhm. pour transgresser des limites, puis exercer une forme de contrôle sur l'autre. OK. Donc, ça, c'est la définition. Donc, tu sais, il y a peut-être trois choses à garder en tête, je dirais, au regard de la définition d'agression sexuelle. C'est d'abord cette notion de pouvoir-là qui est très importante. Donc, une agression sexuelle, on peut le voir comme une perte de pouvoir sur soi, sur ce qu'on a de plus intime, sur son intégrité physique. Donc, on peut aussi prendre cette définition-là comme étant au cœur d'une agression sexuelle. Ce que ça met en lumière, c'est de voir aussi l'agression sexuelle comme étant effectivement un geste qui peut être imposé à une autre personne de façon intentionnelle pour transgresser des limites. Ça peut être aussi une situation, si on regarde depuis l'autre angle, une situation où une personne subit une agression sexuelle, c'est qu'elle va ressentir une perte de pouvoir, un Mhm. sentiment d'inconfort, d'impuissance et d'insécurité face aux gestes ou au comportement de l'autre personne. Est-ce que ça veut dire que l'autre personne est nécessairement mal intentionnée? C'est possible qu'elle ne soit pas mal intentionnée, mais qu'une situation soit vécue de façon complètement légitime comme une agression sexuelle. Je Et ça comprends. serait une deuxième dimension importante, c'est-à-dire la distinction entre l'intention et l'impact. Mhm. Très important. Puis la dernière notion que j'aimerais peut-être apporter, c'est de penser à, quand on parle de violence sexuelle ou d'agression à caractère sexuel, de le penser en termes de continuum. C'est-à-dire que on a souvent en tête automatiquement qu'on pense à agression sexuelle à des cas qu'on peut dire extrêmes, de grande intrusivité ou qui Mhm. impliquent de la violence, de l'agression physique. Donc, on va s'imaginer, ben, c'est généralement, on va s'imaginer, bon, c'est un homme qui tient une femme, donc il y a le contrôle physique, une violence physique, puis il va y avoir pénétration et violence de ce type-là. Effectivement, bien entendu, c'est une forme d'agression sexuelle. Mais il faut envisager les violences sexuelles comme étant beaucoup plus larges que ça. On va parler du spectre ou du continuum. Donc, on a des cas extrêmes où il y a de la violence physique, il y a un contrôle, puis ça va renvoyer un peu aux stéréotypes qu'on a. Mais il faut penser à tous ces autres gestes et comportements qui peuvent paraître anodins aux yeux de certaines personnes, mais qui peuvent avoir un impact très important, un impact délétère très important sur une personne qui le subit. Donc, en fonction de l'histoire personnelle, Mhm. parce que je peux subir un geste et ne pas en ressentir d'impact négatif, mais en fonction de mon histoire, si j'ai déjà un vécu traumatique, si à ce moment-là j'étais plus fragilisée pour X ou Y raison, ça peut avoir un impact traumatique important sur moi. Puis il y a aussi une dimension de cumul, donc de micro-agression. Par exemple, on sait, en tant que femme, à travers notre vie, on est exposé à beaucoup de violences, de micro-violences de différentes formes, incluant des blagues à caractère sexiste ou des commentaires déplacés sur notre apparence. Donc, on peut voir ces éléments-là comme s'inscrivant dans un continuum de violence à caractère sexuel. Il Mhm. faut faire attention, donc, de pas, faut garder en tête qu'un geste qui peut nous sembler anodin peut avoir un impact traumatique ou un impact important sur une autre personne parce qu'on connaît pas son histoire personnelle. Donc, je dirais que c'est les trois éléments clés à garder en tête. C'est cette notion de pouvoir, la question du
continuum de la violence sexuelle, donc penser plus large que le stéréotype qu'on peut avoir en tête, qui existe, mais qu'on peut avoir en tête de ce qu'est une agression, puis finalement la distinction entre intentionnalité puis impact sur la personne qui subit les gestes. Je comprends 100%. Si on commence par un premier volet qui serait, par exemple, bon, ben, les clients versus les massothérapeutes. Donc, tu avais une petite statistique là, qui disait que 75% des massothérapeutes rapportent avoir subi du harcèlement sexuel de la part des clients à un moment ou à un autre. On peut même se questionner si ce pourcentage-là est vraiment réel, pas Mhm. qui devrait être plus bas, mais qui devrait être plus haut, parce que je Mhm. pense qu'il y a beaucoup de gens qui banalisent justement certains gestes, commentaires et tout, Mhm. parce que c'est pas aller dans un extrême, comme tu disais. Donc, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur cette statistique-là, puis les outils qu'on pourrait mettre en place, Mhm. qu'est-ce qu'il faut regarder? Mhm. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu apportes cette dimension-là des agressions à caractère sexuel en contexte de masso ou de spa, parce que je pense que c'est un phénomène euh, euh, qui a tendance à pas être réfléchi ou à être moins réfléchi par les instances ou par les organisations, alors que le très peu de données statistiques qu'on a sur le phénomène, puis en fait, pour avoir fait des recherches, il y a pratiquement aucune littérature là, scientifique sur l'occurrence ou la prévalence d'agressions sexuelles Mhm. de la part de clients envers des massothérapeutes, encore moins spécifiquement en contexte de spa, mais même plus largement. La seule donnée que j'ai trouvée, c'est donc une étude de Richard O'Sullivan et Pepper, je me l'étais nommé, 2020, où là, il y a ce chiffre-là de 75%, 74 en fait, pour cent des massothérapeutes qui rapportent avoir subi du harcèlement sexuel de la part de clients. Comme tu dis, c'est fort possible que ce chiffre-là, dans la réalité, soit beaucoup plus élevé. Euh, on manque de raffinage là, dans notre compréhension plus précise de ces enjeux-là. On manque de données pour bien comprendre, mais pour avoir parlé à beaucoup de massothérapeutes, ça semble être quelque chose qui est extrêmement courant. Donc, c'est quelque chose qui est très peu connu, très peu documenté. Mais ce qui est sûr, c'est que tout pointe euh, pour indiquer que c'est un phénomène qui est pas marginal, là. Que c'est vraiment une réalité professionnelle qui nécessite de la formation, du soutien, puis des mesures de sécurité là, pour les massothérapeutes dans leur pratique, qu'elles soient privées ou en institution. Euh, il y a je travaille actuellement à monter un atelier pour euh, euh, aider les massothérapeutes. Déjà, je trouve que monter des ateliers où les gens peuvent partager entre eux, moi, je suis pas massothérapeute. C'est vraiment une expertise que je ne prétends pas avoir, mais ce qui est intéressant, c'est de mettre nos expertises ensemble et de voir comment est-ce que, spécifiquement dans votre contexte de travail, quelles mesures, quelles stratégies peuvent être mises en place pour accroître le sentiment de sécurité aussi des Mhm. massothérapeutes, puis savoir comment agir et réagir dans ce contexte-là. Puis ce que je trouve important aussi de mettre en lumière, c'est surtout pour les massothérapeutes qui travaillent dans un contexte de centre ou d'institution ou de spa, c'est la responsabilité organisationnelle aussi de cet enjeu-là. C'est-à-dire que oui, il faut outiller les massothérapeutes euh, euh, pour développer ou approfondir leur stratégie, comment mettre des limites, parce que c'est pas tout le monde qui a la même facilité à mettre des limites, c'est pas tout le monde qui a la même histoire personnelle, c'est pas tout le monde qui a les mêmes traumas antérieurs. Donc, face à une situation, à des comportements inappropriés de clients, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon et c'est normal. Mais Mhm. donc, d'une part, outiller individuellement les professionnels pour savoir comment agir, qu'est-ce qui peut être fait concrètement sur le coup, puis même faire des mises en pratique, puis essayer de briser un peu, de faire tomber les barrières qui font en sorte que c'est tellement dur de mettre une limite parfois. Mais d'un autre côté aussi, euh, qu'il y ait une reconnaissance, qu'il y a une responsabilité organisationnelle à protéger les massothérapeutes et donc qu'il y ait des mesures pour que les massos puissent
dénoncer à l'interne, sans crainte d'avoir l'air moins professionnel, sans crainte de représailles à l'interne, qu'elles soient directes ou indirectes. Mais c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va contribuer à un environnement sécuritaire, qui va faire en sorte aussi que les massos sont plus enclins et qui sont peut-être plus à l'aise à mettre des limites. Donc, Tout à fait. Puis tantôt, justement, tu parlais d'expérience personnelle, mais c'est le cas aussi au niveau de la massothérapeute qui reçoit des demandes, des fois des demandes qui sont pas mhm, explicites, mais qui donnent, on dirait, mhm, une intention, mais c'est peut-être pas mhm. l'intention du client. Effectivement, quelqu'un qui cherche à agresser sexuellement, ce qu'il recherche, c'est d'exercer un pouvoir, un contrôle sur une personne. Ceci dit, une vaste gamme de gestes peuvent être subis comme une agression sexuelle, peuvent être subis comme, hey, l'autre, là, sa façon d'agir me fait sentir que je perds du pouvoir sur mon intégrité, que je me sens en situation d'inconfort et d'insécurité. Ça Mhm. aussi, c'est une agression sexuelle qui est complètement légitime, encore une fois, peu importe l'intentionnalité de l'autre. Donc, même un Jean-Claude qui se présente comme client puis qui dit je me demandais, tu sais, on sent même si Jean-Claude n'y arrive pas en se disant je vais venir la dominer et l'agresser sexuellement, Ginette qui fait le massage, elle peut tout à fait se sentir très inconfortable et en situation d'insécurité et d'impuissance face à la proposition de Jean-Claude parce que c'est pas ça la massothérapie. Effectivement, Jean-Claude, il peut arriver avec ses idées, sa méconnaissance du domaine. Il peut arriver avec ses besoins de connexion humaine ou de toucher humain puis de proposer quelque chose ou de poser une question, mais c'est légitime que Ginette vive ça comme une agression Je sexuelle comprends. aussi. Donc c'est ça qui est très complexe, puis je tenais, tu sais, avant qu'on aille Oui, euh, dans les questions que tu suggérais, c'est vraiment important de garder ça en tête pour pas banaliser l'expérience que vit Ginette à ce moment-là parce tout qu'on à fait. connaît pas son histoire. Puis elle peut Mhm. très bien, même si Jean-Claude, c'est un bien bon gars puis qu'il aurait jamais forcé quoi que ce soit, ça se peut qu'elle fige et qu'elle vive cette situation-là comme une agression à caractère sexuel. Et ça se peut aussi que Jean-Claude dans sa vie ou qu'un Gilbert dans sa vie, il soit un bien bon gars puis qui est gentil avec tout le monde, mais que ça lui arrive de vouloir exercer Son du pouvoir. contrôle sur l'autre, puis que dans cet espace-là, comme tu disais, de très haute vulnérabilité, c'est un espace isolé. On est entre inconnus. Il y a une nudité partielle ou complète. Tu sais, je sais que vous le savez mieux que moi, tout ça, mais de garder en tête qu'il y a énormément de facteurs de vulnérabilité, bien sûr pour le client, la cliente, mais qui contribuent aussi à de la vulnérabilité du massothérapeute, de la massothérapeute. Oui, tout à fait. Je Ouais. comprends bien. Si on se met dans un contexte où c'est le massothérapeute qui est en position de pouvoir et qui veut, dans le fond, être en état de pouvoir envers son client, ça existe aussi. Donc, on a une bonne nouvelle dernièrement. On sait qu'il y a des associations qui ont fait un partenariat pour créer un registre, donc pour protéger les clients à ce niveau-là. Mais il faut faire aussi attention comme massothérapeute, même si on n'a pas une mauvaise intention. Parce que Mhm. comme tu disais Tout tantôt, à on fait. parlait de sensibilité, Tout à fait. d'interprétation. Donc, tous les gestes qu'on peut faire aussi comme massothérapeute peuvent être mal interprétés de par Mhm. notre client ou le rendre dans une position d'insécurité. Exactement, exactement. Puis tu sais, ce que j'aime bien mettre clairement de l'avant, là, tu sais, quand on commence des ateliers avec les massos, c'est de prendre un instant pour reconnaître tout le monde. Une salle de traitement, ce n'est pas un espace qui est neutre. Il Mhm. existe, avant même qu'on entre dans l'espace du soin, il existe une dynamique de pouvoir. Il y en existe plusieurs, en fait, là, tu sais, que ce soit un homme, une femme, une personne plus âgée, une personne plus jeune, une personne racisée ou une personne qui a un handicap. Il y a plein de dynamiques de pouvoir qui se jouent entre les deux personnes. Mais quand on parle des comportements subis par les clients, en tout temps, il faut réfléchir au fait que, comme massothérapeute,
vous êtes en position d'autorité professionnelle. Puis ça fait en sorte que ça vous met dans une posture de pouvoir automatiquement vis-à-vis votre client. Mhm. Bien entendu, il y a d'autres dynamiques qui vont se jouer, on l'a dit. Il y a des clients qui vont exercer aussi, avoir des comportements inappropriés, puis essayer de renverser ce rapport de pouvoir-là. Je vous donne un exemple très concret là, qui m'était apporté par des collègues masso qui témoignent de cette dynamique de pouvoir-là. Un masso de grande expérience, ça fait plus de 20 ans qu'il est masso, puis il me disait, moi, ça m'arrive souvent que quand je masse un homme, puis il s'attend pas nécessairement à ce que ce soit un homme qui le masse, je perçois dans ses signaux non-verbaux qu'il y a un inconfort, qu'il y a un certain malaise, puis au moment de me serrer la main quand on se rencontre, il me broie la main. Il me la serre tellement fort, puis il disait, je comprenais pas pourquoi il faisait ça, mais je réalisais que c'était qu'ils faisaient ça, qu'ils font ça quand il y a un inconfort. Puis il me disait, depuis que tu nous as parlé de cette dynamique de pouvoir-là, je comprends que ce qu'ils cherchent à faire, c'est de dire, hey, je veux juste que ça soit clair que tu n'en as pas de pouvoir sur moi. Il y a OK. quelque chose qui se joue. Donc, puis ce qui est très intéressant, je trouve, dans cet exemple-là, puis tu sais, il y en a mille, mais c'est l'importance des signaux non verbaux. Puis d'être Hmm. sensible à ces signaux-là comme professionnel, parce que ça va vous en dire beaucoup sur le sentiment d'inconfort, d'insécurité de votre clientèle. Puis la vaste majorité des massothérapeutes, bien entendu, ont une pratique éthique, bienveillante, axée sur le bien-être de leurs clients, ça fait aucun doute. Il existe ensuite une minorité de massothérapeutes qui cherchent consciemment à transgresser les limites, à avoir à exercer ce contrôle-là, ce pouvoir-là, à agresser sexuellement, en fait, leurs clients ou leurs clientes. Ça existe. C'est une minorité, mais ça existe, puis c'est grave. C'est extrêmement grave. Mais donc, on a aussi cette vaste majorité-là de massothérapeutes bien intentionnés, qui ont une pratique éthique bienveillante, mais qui peuvent, sans mauvaise intention, contribuer à un sentiment d'inconfort et d'insécurité chez leur clientèle. Et donc, compte tenu de la vulnérabilité et de la nature très sensible de votre travail, que ça fasse en sorte qu'une personne en situation de, elle est à moitié nue, dans un espace isolé, avec un contact prolongé et intime sur son corps, en contexte de spa en plus, souvent une ambiance qui est plus intime. Donc, il y a énormément de facteurs. Il y a une attente de professionnalisme. Donc, il y a des yeux fermés. Donc, des micro-gestes ou peuvent faire en sorte qu'une personne va se retrouver en situation où elle se sent insécure et inconfortable. Et en fonction de son histoire personnelle et de ce qu'elle va vivre à ce moment-là, elle peut tout à fait vivre cette situation-là comme une agression à caractère sexuel parce qu'elle peut le vivre comme une perte de pouvoir sur son intégrité physique, sur son intimité. 100%, je D'où pense. l'importance, oui, Oui, dis, excuse-moi, d'où l'importance. j'allais juste dire, tu sais, d'où l'importance pour les massos d'être à l'écoute des signaux, pour on pourra en reparler par après, mais d'être à l'écoute de ces signaux-là et de prendre en considération que, comme masso, c'est vous d'abord qui êtes responsable d'ouvrir la porte pour lever le fardeau ou le poids du silence, parce que c'est très difficile Hmm. pour la clientèle de briser ce silence-là et de nommer un inconfort. Donc, il y a une responsabilité du masso d'être à l'écoute de ces signaux-là et d'ouvrir la porte pour pouvoir réajuster. Oui. Donc, voilà. 100%. Puis ce que j'allais dire, c'est que avoir beaucoup d'expérience en massothérapie peut Ouais. même devenir une espèce, je veux dire, de danger à ça, parce Mhm. que on voit plus le corps de la même façon, on a de l'aisance avec la nudité. Pour nous, notre intention, elle est tellement pas mauvaise qu'on Ouais. peut oublier qu'une main qui dépasse le drap, un drapage qui est pas assez serré, que ben ça peut venir vraiment, vraiment ouvrir des mémoires ou amener à des interprétations là, de la part du client. Fait que Tout à c'est fait. questionnant, puis je pense qu'on devrait vraiment re-questionner nos pratiques, même si on a beaucoup, et encore plus si on a beaucoup d'expérience, parce qu'on devient très à l'aise, tu sais. Tu sais, c'est normal donc un ou une massothérapeute, comme toute personne humaine, tu vis des défis dans ta vie, tu as eu une mauvaise nuit, tu as une grosse journée, tu as 3, 4, 5 massages dans ta journée à donner, de tomber en mode pilote automatique. Surtout si tu as beaucoup d'expérience, puis tu sais, tes mains te guident, tu sais, tu connais ton travail.
clairement que je ne connais pas bien, là, C'est correct, mais oui, c'est il ça, existe des mais tu sais, massos qui sont plus intuitifs, on va dire, ou qui travaillent plus c'est, dans la hein, détente, donc on n'a pas à se questionner en tant que c'est tel, là. ça. Tu sais, c'est ça, il y a différentes couleurs hein, de ce que je comprends Oui. en massothérapie, puis c'est parfait comme ça, mais donc de tomber dans un mode pilote automatique, puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le masso, la masso se trouve moins connecté à ce moment-là à l'expérience client. Donc, à ce moment-là, le client ou la cliente peut présenter des signaux non verbaux de malaise ou d'inconfort. La personne, elle s'est tendue, ses mains se sont crispées, sa respiration a ralenti ou s'est accélérée, ses jambes se sont retournées. Attire discrètement sur le drap ou Elle place tire ta sur le jambe. drap. Ça, Ouais. là, c'est du bonbon pour vous. C'est extrêmement important, ces informations-là, parce que c'est en train de vous dire, c'est en train de vous dire, OK, mon client est pas est pas dans une expérience optimale. Mm. Cette personne-là est dans une posture où probablement qu'elle se sent inconfortable ou insécure. Compte tenu de l'ensemble des facteurs de vulnérabilité qui s'exercent sur elle à ce moment-là, tu sais, qui font en sorte que, tu sais, c'est difficile de briser le silence. Il faut, comme masso, que j'ouvre la porte pour dire, je perçois un inconfort, ou enfin de la façon dont, selon votre couleur, ça se nomme bien, mais de dire, est-ce que tout va bien ici? Parce que c'est à ce moment-là, en ouvrant la porte puis en brisant le silence, qu'on aide notre client, ou enfin, que vous pouvez plus aider à votre client ou votre cliente Puis on à nommer démontre qu'il n'y a pas de l'inconfort. mauvaise intention aussi, parce que sinon on n'ouvrirait pas Exactement. la porte, puis là, ça deviendrait le jeu de pouvoir dont tu parles. Tout à fait. Ça pourrait être interprété comme ça, du moins. Mm. Exactement. Donc, tu sais, je pense qu'il y a ce mode pilote automatique-là qui peut être le, un ennemi, là, tu sais, dans la pratique où il faut faire attention. Un élément de vigilance, je pense, parce que ça vient nuire à la présence attentive professionnelle qui vous aide à réajuster aussi votre soin en fonction de l'aisance, des besoins puis des limites de la personne devant vous. Il y a une question qui peut être liée, bien sûr, au manque de connaissances. Si on n'a pas conscience de cette dynamique de pouvoir-là, si on n'a pas de connaissances sur les approches sensibles au trauma, on peut ne pas s'imaginer que la bouteille d'huile accrochée à ma ceinture qui frôle le bras ou la main de ma cliente qui a les yeux fermés, qui est à moitié nue sur ma table, je pourrais ne jamais m'imaginer que ça peut faire en sorte qu'elle va se sentir, elle va se poser des questions en disant, qu'est-ce qui vient de se frotter sur ma main? Mhm. Et ça peut la mettre dans une posture où il y a une reviviscence traumatique, où il y a juste une insécurité qui va être croissante. Puis ça peut être aussi de la maladresse parce qu'on n'est pas des machines. Mais donc, Mhm. être dans une posture, on est à l'écoute des signaux non verbaux, c'est que ça va vous donner énormément d'informations pour améliorer l'espace client puis prévenir des plaintes aussi en réajustant en cours de route, tu sais. Tout à fait. Oui. En tant que gestionnaire de spa nordique, là, dans mon Ouais. passé, j'ai souvent dit ça aux massothérapeutes. Si vous pensez qu'il est arrivé quelque chose, qu'un drap est Ouais. glissé, que vous n'êtes pas certaine, venez m'en parler. Tu sais, avant Ouais. qu'un client fasse une plainte ou Ouais. vienne, c'est plus facile de faire une Ouais. intervention. Puis à ce moment-là, Oui. de vraiment bien comprendre, de dire, OK, il n'y avait pas d'intention, puis en même temps d'accueillir la plainte du client, puis de Mhm. comprendre le côté client, tu sais, tout en apaisant, tu sais, quand on est en Oui. connaissance de cause, tu sais. Ouais. Exact. Puis tu sais, puis ça peut être aussi, je trouve, en cas de doute, tu sais, je parle aussi depuis mon expérience comme cliente, mais en cas de doute ou en cas de maladresse, tu sais, on disait le draping, le drapage qui a été, bon, qui a débordé ou enfin, ça peut donner, par exemple, un sentiment d'exposition au Ouais. client ou la cliente, de dire, pardon, le drap, c'est... Je suis très mauvaise pour donner ces exemples-là, puis on voit bien que je suis pas masso dans ce temps-là, puis c'est pas ce que je prétends être, mais C'est tu sais, correct. pardon, le drap s'est glissé, je le replace. Extrêmement apaisant pour un client ou une cliente qui se sentirait en situation d'inconfort ou d'insécurité là, parce que vous clarifiez vos intentions. Oui. On va venir apaiser un sentiment d'inconfort, d'insécurité et donc prévenir une dégradation de l'expérience client qui peut mener jusqu'à une plainte, même Vraiment, s'il n'y a pas d'intentionnalité au niveau du ou de la massothérapeute, là. tout Puis à peut-être un fait. dernier élément que je trouve intéressant, c'est que plus ces pratiques-là, sensibles au trauma, sensibles à l'expérience, euh, aux limites, aux besoins puis aux limites des clients sont mis en place,
Puis il y a des façons très, très concrètes, là, quand j'accompagne les massothérapeutes puis les spas, il y a des façons très, très concrètes à mettre en place sans que ce soit lourd, tout en permettant à chaque masso de garder sa couleur, mais des façons très concrètes euh, d'injecter. En fait, l'idée derrière, c'est de donner du pouvoir au client. Donner Mhm. du pouvoir au client, comment concrètement on peut faire ça? Ben, c'est avec les 5 principes dont on pourra parler. Mais très concrètement, ça peut s'injecter à plein de moments dans la trajectoire du client à partir du moment où il prend son rendez-vous jusqu'à la fin de son soin. Parce que, par définition, comme je le disais tantôt, une agression à caractère sexuel, c'est une perte de pouvoir sur son intégrité physique ou son intimité. Donc, Ouais. la meilleure façon de le prévenir dans l'expérience du client, c'est de lui donner un maximum de pouvoir parce que ça va optimiser son sentiment de sécurité, son sentiment de confort, puis ça va prévenir que la personne se sente en situation d'impuissance et donc qu'il vive la situation comme une agression sexuelle, tu sais. Tout à Donc, fait. ça permet de diminuer éventuellement le nombre de plaintes, d'améliorer l'expérience client, diminuer le nombre de plaintes sensibles. Puis le point auquel je voulais arriver, c'était de dire aussi, graduellement, ça va contribuer à isoler les pratiques douteuses, enfin. Ça, c'est une hypothèse, un souhait, mais plus ça va être instauré dans les cultures, dans les pratiques des massos, mais dans les cultures organisationnelles aussi, que de respecter ces principes-là, de redonner du pouvoir aux clients, euh, plus ça va isoler les personnes, les quelques, malheureusement trop nombreuses, de massothérapeutes qui vont exploiter la vulnérabilité de leurs clients puis transgresser les limites. Parce Je que ces comprends. personnes-là ont Tu as aucun raison. Ça va mettre la avantage. barre à un certain niveau. Puis dès que cette barre-là va être traversée, mais les clients vont savoir si c'est normal ou pas normal. Ouais. Oui, puis finalement, si on dit qu'une agression à caractère sexuel, c'est un pouvoir exercé sur l'autre, euh, par définition, le massothérapeute qui a des mauvaises intentions ou qui cherche à transgresser, il n'y a aucun avantage à donner du pouvoir à son client parce que ça va venir euh, interférer dans sa quête de contrôle sur l'autre. Donc, ça va jouer positivement pour les massos bien intentionnés qui veulent améliorer l'expérience client puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de plainte qui leur soit Mhm. destinée, mais ça va aussi graduellement isoler des pratiques douteuses, tu sais. Donner des C'est outils un aussi aux super institutions point, ça. Ouais. pour dire, OK, quelles mesures tu as mis en place pour t'assurer du confort puis du sentiment de sécurité de ton client ou ta cliente? Mhm. Tu sais, il y a de ça aussi, sans faire porter la pleine, c'est-à-dire que, encore une fois, je veux juste garder, je trouve que c'est vraiment important de garder en tête qu'il y a une responsabilité organisationnelle. Bien sûr, les massos sont les seuls responsables de ce qui se passe. C'est des gestes qu'ils posent à l'endroit de leurs clients, mais ça doit être réfléchi comme un tout parce qu'il y a des pratiques organisationnelles à améliorer aussi pour mieux prévenir les situations. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, tu nous parlais des 5 clés. Là, tu m'as Oui, intriguée. oui, c'est ça. Donc, en fait, les 5 principes clés, vraiment appliqués à la massothérapie, c'est vraiment inspiré des approches sensibles au trauma. Puis l'idée encore derrière, donc la stratégie phare, là, je l'ai nommé un peu plus tôt, mais la stratégie phare de prévention de situations problématiques, c'est d'optimiser le sentiment de confort puis de sécurité de la clientèle. Et comment concrètement on peut faire ça? Ben, c'est à travers la mise en application concrète de 5 principes clés qui sont le choix, c'est-à-dire qu'on veut donner des options à l'invité ou au client ou à la cliente pour accroître son sentiment de pouvoir. Par exemple, ça peut être tout simplement en proposant de garder les sous-vêtements ou le maillot de bain ou en proposant des sous-vêtements jetables ou enfin à disposition du Mhm. client ou de la cliente. La prévisibilité, annoncer les étapes du traitement à venir. Quand on sait ce qui va arriver, déjà, ça ouvre la porte avant le début du traitement pour nommer des limites, pour l'inviter de nommer, ah, moi, touchez pas mes pieds, je déteste me faire toucher les pieds. Ah, c'était pas écrit sur votre feuille de santé, c'est bien noté, je retiens la limite que mon invité m'a nommée et donc ça va me permettre de le respecter à ce moment-là. Mais cette prévisibilité-là, ça donne du pouvoir aussi parce que je sais à quoi m'attendre. Troisièmement, le contrôle. Troisièmement, le contrôle. Donc, gardez toujours en tête que c'est le client qui décide, qui peut arrêter le soin à tout moment. Et concrètement, ce que ça veut dire aussi, c'est donner du contrôle durant le massage, durant le soin. C'est ouvrir la porte, comme je le disais un peu plus tôt. C'est je perçois un signal non verbal d'inconfort ou ce qui me semble être possiblement un inconfort ou une insécurité. Je vais ouvrir la porte en disant, est-ce que ça va ici pour la pression? Est-ce que vous voulez qu'on poursuive avec une autre région
encore une fois, je suis très mauvaise pour ces exemples-là parce que c'est votre expertise, mais on comprend le concept. Oui, Il faut donner du contrôle puis garder en tête que le poids du silence est extrêmement lourd à briser pour le client. Donc, ne pas hésiter soi-même à briser ce silence-là. Bien entendu, ça ne veut pas dire poser des questions à chaque 42 secondes parce que souvent on me dit, ah, mais là, si on passe notre temps à poser des questions, ça va nuire à l'expérience. Si on se pose, si on réfléchit dans cette perspective-là, disons qu'on a deux choix entre je vais pas briser le silence pour pas nuire à l'expérience client, mais finalement ton client il est en situation où il se sent un peu inconfortable et peut-être en insécurité. Le fait de briser le silence, tu vas venir apaiser quelque chose, tu vas lui redonner du pouvoir. Donc, j'ai tendance à recommander de poser un petit peu plus de questions que moins, si ouais, on ressent, si on voit et on perçoit qu'il y a un besoin. Parce que ça peut davantage nuire, le silence peut davantage nuire que de poser des questions. Le quatrième principe clé, c'est la clarté. Donc, éviter tout geste, toute parole ambiguë. Tu sais, on n'est pas là pour faire des commentaires, bien sûr, sur l'apparence. Tu sais, on veut vraiment rester dans une posture professionnelle, mais ça veut dire aussi et surtout, euh, ce que je recommande, c'est vraiment un consentement explicite pour les zones sensibles. Que ça fasse partie du formulaire santé initial, par exemple, que ça soit annoté, que ça soit clairement discuté et même idéalement au moment et durant le soin, juste avant de traiter la zone sensible, de revalider ce consentement-là. Parce que le consentement, ça va changer. Si la personne, finalement, durant son massage, elle a souhaité un massage du fessier, ça a été discuté au moment du plan de traitement, mais que pendant le massage, elle ressent de l'inconfort ou un sentiment quelconque d'insécurité qui peut ne pas appartenir au masso aussi, mais que finalement elle se dit, oh non, j'aimerais mieux plus, là, le fessier, on dirait que je le sens plus, mais c'est tellement difficile de revenir sur sa parole. Alors que si le masso ou la masso lui dit, on serait rendu au massage des fessiers, est-ce que c'est toujours quelque chose que vous souhaitez? On vient d'ouvrir la porte puis de lui permettre plus facilement de dire, finalement, j'aimerais mieux qu'on enchaîne avec les pieds ou avec les jambes. Ça oui, aide à lever la chape de plomb que peut être le silence durant le traitement et qui peut être aussi extrêmement agréable, ce silence-là, disons-le nous, mais qui peut jouer à notre défaveur en matière de sentiments de confort et d'insécurité. Puis le dernier des cinq principes, c'est cette fameuse présence attentive que je nommais plus tôt. Donc, de cultiver une présence attentive bienveillante, professionnelle, c'est d'être à l'écoute de ces signaux non-verbaux-là, puis dans le cas de doute, de poser la question. Puis un exemple que je donne dans les ateliers avec les massothérapeutes, c'est de dire, puis c'est inspiré des pratiques de pleine conscience, bien entendu, ça serait pas humain de s'attendre à ce que pendant un massage d'une heure et demie, même de 2 heures parfois, vous soyez constamment connecté intimement à l'expérience client. C'est normal que votre esprit vagabonde, que vous pensiez à votre liste d'épicerie. Et je sais qu'il y en a même parfois qui vont écouter un podcast durant les massages. Ce que j'ai tendance à suggérer, c'est qu'à chaque fois que vous réalisez que vous êtes déconnecté de l'expérience client, donc que vous êtes plus nécessairement attentif aux potentiels signaux qui peuvent être positifs, mais qui peuvent être aussi négatifs ou indiquer un inconfort ou une insécurité, c'est de vous ramener dans le moment présent. Pas de vous taper sur la tête en vous disant, ah non, je n'étais plus en présence attentive, ça n'a pas de bon sens. Non. Ah, wow, je viens de réussir à réaliser que j'étais plus en présence attentive, je me ramène, je me retrouve à nouveau connectée à l'expérience client. Et donc, ça me donne l'opportunité de percevoir s'il semble avoir cet inconfort-là, s'il semble avoir une insécurité et de réajuster ou d'ouvrir la porte aux besoins. je comprends. Merci beaucoup, Dominique. Merci pour tes précieux, tes précieuses précisions et puis tes clés aussi. Je trouve que c'est tellement une bonne façon de voir les choses que de dire augmentons nos standards, augmentons les standards des clients aussi envers les massos pour établir une espèce de norme non écrite là, qui va faire en sorte que les clients pourront voir plus rapidement les pratiques qui sont acceptables et non acceptables dans la pratique, qui permettra aussi d'ouvrir plus de dialogue à ce niveau-là. Je Mhm. trouve que c'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Briser le silence. Super Oui, important et complexe. Merci, Cindy. à bientôt. À bientôt.